Bonjour à tous, donc aujourd'hui abordons le sixième chapitre consacré à un nouveau théorème de mécanique qui est le théorème du moment cinétique. Alors le chapitre s'articule autour de trois parties. D'abord on va introduire cette nouvelle grandeur, le moment cinétique. Ensuite on verra comment on s'énonce ce théorème du moment cinétique pour le point matériel. Et enfin on verra comment on formule ce théorème dans le cas des solides en rotation. Alors grand 1, notion de moment cinétique. Alors voilà la définition. Imaginons qu'on ait un point matériel de masse m animé d'une certaine vitesse v de m dans un référentiel. Par définition, le moment cinétique est une grandeur cinétique vectorielle, comme la quantité de mouvement, et qui se définit comme ceci. Le moment cinétique par rapport à un point O, c'est un vecteur que je vais noter L indice O. Alors je mets entre parenthèses m pour dire que c'est le moment cinétique du point M. Et ce vecteur, par définition, c'est le produit vectoriel entre le vecteur position OM et la quantité de mouvement du point M. Autrement dit, c'est OM, produit vectoriel, M fois V de M. Donc j'insiste, le moment cinétique se définit par rapport à un point, ici le point O, et comme la quantité de mouvement, c'est un vecteur qui a donc trois composantes. Alors si vous regardez les unités, vous voyez ici que le moment cinétique, c'est une distance fois m fois v. Alors la vitesse, c'est une accélération fois un temps. Donc ça fait une masse fois une accélération fois un temps. Alors une masse fois une accélération, c'est une force. Donc en gros, c'est homogène à une distance fois une force fois un temps. Une distance fois une force, c'est simplement une énergie, comme un travail. Donc autrement dit, c'est une énergie fois un temps. L'unité SI pour le moment cinétique, c'est la joule seconde. Deuxième chose, on peut définir des moments par rapport à des axes, et donc définir des composantes du moment cinétique suivant ces axes. On parle alors de moment par rapport à un axe delta, et le moment par rapport à un axe delta, c'est simplement la projection du moment cinétique suivant cet axe. Donc mathématiquement, c'est le produit scalaire entre le moment cinétique vectoriel par rapport à un point O qui serait situé sur cet axe, et le vecteur unitaire qui est associé à cet axe. Donc, par exemple, suivant un axe OX, le moment cinétique par rapport à OX, c'est le produit scalaire entre LO de M et UX. Le résultat est un nombre, bien sûr, hein, c'est un scalaire, qui peut être positif ou négatif suivant le signe du produit scalaire. Alors, il ne vous a pas échappé que la définition du moment cinétique fait intervenir le produit vectoriel, donc je fais quelques petits rappels sur le produit vectoriel. Tout d'abord, le vecteur A vectoriel B, d'abord c'est un vecteur, et ce vecteur est perpendiculaire au plan formé par A et B. Alors ça ne nous donne pas le sens de ce vecteur, ça nous donne juste sa direction. Pour avoir le sens, on peut s'aider de la règle de la main droite. Comment vous faites? Eh bien, le premier vecteur, vous le mettez sur le pouce, le deuxième vecteur, vous le mettez sur l'index, vous écartez bien les deux doigts, et le vecteur résultant, C égale A vectoriel B, vous le mettez sur le majeur en écartant les trois doigts ici, qui doit former un trièdre. D'accord? Ceci avec la main droite. Attention, si vous faites l'opération avec la main gauche, vous aurez le sens opposé. Une fois que vous avez le sens, vous avez donc la direction de ce vecteur, et si vous voulez connaître sa norme, bien, il y a une règle très simple. La norme du produit vectoriel, c'est simplement la norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle entre A et B. D'accord? Alors attention, ne confondez pas avec le produit scalaire, hein. Là, il s'agit de la norme du produit vectoriel, et puis on a un sinus ici. Il y a une autre manière également de trouver le produit vectoriel A vectoriel B. Si vous connaissez les composantes de A et B dans une base, alors il faut que la base soit orthonormée directe, mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours le cas en physique, hein. Donc ça peut être une base cartésienne, cylindrique ou sphérique, ça n'a pas d'importance, tant que la base est orthonormée directe. Si vous connaissez les composantes du vecteur A dans cette base, ainsi que les composantes du vecteur B dans cette même base, eh bien pour trouver le vecteur résultant du produit vectoriel, vous avez juste
à faire des produits en croix, des espèces de déterminants. Par exemple, pour trouver la première composante du vecteur, vous barrez la première ligne ici, et vous faites A2 fois B3 moins A3 fois B2. Si vous voulez la deuxième composante, vous barrez la deuxième ligne, et vous mettez A1 sous A3, B1 sous B3, et vous faites A3 fois B1 moins A1 fois B3. Si vous voulez la troisième composante, vous barrez A3, B3, et il vous reste un déterminant à calculer qui est A1 fois B2 moins A2 fois B1. C'est une manière de trouver le vecteur C si vous connaissez A et B dans une base. Montrons sur un exemple comment calculer le moment cinétique. Alors un exemple important, c'est le cas d'un mouvement circulaire autour d'un axe. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le théorème du moment cinétique, c'est un théorème intéressant précisément pour les mouvements angulaires. Alors imaginez que le point M soit en mouvement circulaire de rayon R par rapport à un axe delta ici. Orientons cet axe vers le haut, donc là le vecteur petit u, c'est le vecteur unitaire qui oriente l'axe delta. Et puis je vais appeler oméga, imaginons que ça tourne comme ceci, donc à une vitesse angulaire oméga. V étant la vitesse du point M, qui, je le rappelle, est tangente à la trajectoire. C'est-à-dire ici perpendiculaire au rayon. Si je calcule le moment cinétique du point M par rapport à O, en appliquant la définition, je vais donc devoir écrire OM vectoriel MVM. Alors, deux façons de faire. Si vous voulez faire avec la règle de la main droite, vous mettez OM sur le pouce de la main droite, V sur l'index de la main droite, vous écartez ces deux doigts, vous les mettez dans la bonne direction, et vous devez vous apercevoir que le produit vectoriel, qui correspond au majeur, se trouve être vertical suivant U. Donc je vous laisse le faire, essayez de trouver effectivement la direction du produit vectoriel, vous devez voir que c'est suivant le vecteur U. Une fois que j'ai sa direction, il me manque juste la norme. Pour avoir la norme, je vais faire la norme de OM, donc la norme de OM c'est R, la norme de MV c'est MV, et fois sinus de l'angle entre OM et MV. Bon, vous voyez bien que ces deux vecteurs forment un angle droit, donc sinus de pi sur 2 c'est 1, et comme je sais que c'est suivant le vecteur unitaire petit u, voilà, j'ai tout simplement MVR suivant U. Autre manière de faire, vous pouvez aussi exprimer le vecteur position OM dans la base cylindrique, par exemple. Alors, la base cylindrique, je rappelle ce que c'est. Vous avez, en fait, c'est la base polaire auquel on a ajouté le vecteur UZ. Donc la base polaire, c'est UR et Uθ. Alors vous vous souvenez, UR c'est le vecteur radial, Uθ c'est le vecteur orthoradial, donc ici suivant la vitesse, et le troisième vecteur c'est UZ, ici vers la verticale. Ici. Donc les composantes des vecteurs dans la base cylindrique, c'est quoi? Eh bien, alors, on va mettre en général dans l'ordre UR, Uθ, UZ. Donc OM, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous voyez bien, OM c'est petit r suivant UR. C'est tout. Donc j'ai RUR, et puis j'ai pas de composante suivant Uθ ni suivant UZ. Donc les composantes sont R0, 0 pour OM. Pour la vitesse, la vitesse elle est suivant Uθ. Donc pas de composante suivant UR, pas de composante suivant UZ. Donc les composantes du vecteur MV, c'est 0, MV, 0. Et si vous faites le calcul avec les déterminants, vous voyez ici, première ligne, ça va faire 0 fois 0 moins 0 fois MV, donc 0. Deuxième ligne, ça va faire 0 fois 0 moins R fois 0, donc 0. Troisième ligne, R fois MV moins 0 fois 0, MVR. Et c'est bien suivant petit uz, qui correspond au petit u ici. Donc on trouve bien la même chose. Si maintenant je veux calculer le moment cinétique par rapport à un axe, alors par exemple ici prenons l'axe delta, qui est l'axe vers le haut, eh bien je projette le moment cinétique suivant cet axe. Donc si je prends le produit scalaire entre le moment cinétique et le vecteur unitaire petit u, bien sûr ça fait simplement MVR. Alors vous savez aussi que pour un mouvement circulaire, la vitesse s'écrit aussi R oméga. Et donc vous voyez, on a une expression très simple, qui est le moment cinétique par rapport à un axe, c'est mr2 oméga, pour un mouvement circulaire d'axe delta. Vous voyez ici, ce que l'on remarque, c'est que le moment cinétique
par rapport à l'axe de rotation, c'est proportionnel à la vitesse angulaire. Donc, autrement dit, le moment cinétique transporte comme information une information liée à la vitesse angulaire, liée à une rotation. Et le mR2 va jouer le rôle de quantité d'inertie, qui mesure une certaine inertie, de la même manière que dans la quantité de mouvement, P égale mv, v représente la vitesse, donc la grandeur cinématique, alors que m représente une grandeur d'inertie. Et bien là c'est pareil, mR2 représente une grandeur d'inertie, alors que oméga représente la grandeur cinématique, liée à un mouvement de rotation. Dans le cas d'un solide en rotation, on définit le moment cinétique d'un solide, ou d'un système en général, simplement en sommant les moments cinétiques de tous les points qui composent le système. Ça, c'est la définition du moment cinétique d'un système. Alors bien évidemment, si vous projetez ce moment cinétique suivant un axe, on a donc comme résultat que le moment cinétique par rapport à l'axe delta, c'est la somme des moments cinétiques par rapport à delta de chacun des points qui composent le système. Alors prenons par exemple un solide en rotation. Si vous prenez un point de ce solide, qui est en rotation par rapport à l'axe delta ici, qui est en fait ici l'axe vertical, donc ça tourne comme ceci. Alors le vecteur unitaire petit u, je ne le choisis pas n'importe comment, je le choisis par rapport au sens de rotation. Alors il y a une règle qui est la règle du tire-bouchon, qui permet de relier la direction du vecteur u au sens de rotation. En fait, si vous imaginez un tire-bouchon qui tourne dans le sens de rotation, ce tire-bouchon va se déplacer dans le sens du vecteur petit u. Par exemple, si vous tournez dans ce sens-là, bah, vous allez visser un tire-bouchon qui va monter. Donc le petit u, il est vers le haut. On a déjà calculé le moment cinétique de ce point M par rapport à l'axe delta. On a dit que c'était la masse de ce point fois le rayon du cercle, ici, donc HIMI au carré, fois la vitesse angulaire oméga. Donc on va avoir MI, RI carré oméga, et j'appelle RI la distance du point MI par rapport à l'axe. Si vous sommez sur toutes les masses du système, eh bien vous allez avoir somme des MI, RI carré oméga, mais tous les points ici MI ont la même vitesse angulaire, puisqu'ils font un tour pendant la même durée. Donc le oméga est identique pour tous les points, donc on peut factoriser par oméga, et il va rester une quantité que je vais appeler I delta fois oméga, avec I delta étant égal à la somme des MI et RI carré. Donc on retrouve une idée simple, qui est que le moment d'un solide en rotation, c'est lié à sa vitesse angulaire, et I delta représente un terme d'inertie qu'on appelle le moment d'inertie du système par rapport à l'axe delta. Donc ce moment d'inertie, c'est un nombre qui va dépendre de la masse du système, mais aussi de la répartition de la masse dans le système, puisque ça dépend aussi de RI carré. Cette quantité, elle se calcule suivant la géométrie de différents systèmes. Alors nous, je ne vous embêterai pas avec ce genre de calcul, mais voilà, on sait calculer ce moment d'inertie pour différentes géométries. Donc par exemple ici, voilà, différentes géométries. Si vous prenez une barre qui tourne autour d'un axe, eh bien le moment d'inertie, si vous appelez L la longueur de la tige ici, et M sa masse, vous trouvez 1/3 de mL2, par exemple. Si vous prenez par exemple la même barre, mais vous l'avez tournée par rapport à un axe qui passe par son centre, vous trouvez 1/12 de mL2. Par exemple, si vous prenez un anneau, bien sûr, vous voyez bien que toute la masse est à la même distance de l'axe ici, si vous prenez un axe qui correspond à l'axe de l'anneau. Donc ici, on va avoir mR2 pour le moment d'inertie, toutes les masses se trouvent à la même distance grand R, R étant le rayon de l'anneau. A l'inverse, si vous prenez un axe qui passe par son diamètre, eh bien toutes les masses ne sont pas à la même distance de l'axe, ce qui fait que le moment d'inertie va être plus faible, on va trouver 1/2 de mR2. Donc à chaque fois, le moment d'inertie, c'est une masse fois une distance au carré, et il y a un coefficient devant qui dépend de la géométrie, tout simplement. Bien sûr, ça n'est pas à apprendre par cœur, c'est juste pour illustrer le fait que le moment d'inertie dépend de la forme de l'objet et de sa masse.